Monsieur Saint-Martin, je vous en prie. Merci Madame la Présidente. Je serai très bref, d'abord parce que le ministre de l'économie a répondu à beaucoup de vos interpellations et préoccupations, et puis parce que sur cet objet, nous sommes en train de discuter de trajectoire, d'avenir, mais il nous faut quand même systématiquement regarder en arrière. Et nous l'avons régulièrement dit avec le ministre de l'économie, nous le redirons évidemment dans les différents textes financiers, on ne peut pas expliquer l'écriture de cette trajectoire des retours à 3% en 2029 si on ne comprend pas l'origine de la dégradation du déficit public français. Et pardon, c'est pas de l'autosatisfaction. La question est de savoir quels choix politiques ont été faits qui ont creusé les déficits, notamment par la hausse de la dépense publique, et est-ce que la représentation nationale et le Parlement en général étaient d'accord et y avait-il un compromis pour le faire? La réponse est oui. La réponse est oui. Non, je ne parle pas de 49.3, monsieur le député. Je parle de la crise Covid d'abord. Je parle des projets de loi de finances rectificatifs qui se sont passés dans cet hémicycle que tous les groupes sans exception, ont voté avec unanimité. Il n'y avait pas tout à fait l'unanimité sur les modalités pour y parvenir, j'en conviens. Mais protéger nos concitoyens par des boucliers, protéger les entreprises, notamment par le PGE, Madame Arrigui, par l'activité partielle, protéger les collectivités territoriales, on y reviendra dans le PLF, grâce notamment aux différentes filets de sécurité fiscale, vous vous en souvenez, on était tous d'accord pour le faire. Et bien cette hausse massive de dépenses publiques, on ne peut pas être collectivement pour, mais être qu'un certain nombre à regretter son déficit. C'est juste pas cohérent. Et ce déficit, pardon, mais il appartient à la nation parce que la nation a voulu protéger son pays. Et on ne peut pas écrire des trajectoires cohérentes si on n'est pas d'accord sur les termes du débat et sur l'origine des déficits. Qu'ensuite les solutions pour redresser nos finances publiques soient différentes, bien sûr. Et ça, ce sera l'objet du PLF dès ce soir. Mais on ne peut pas avoir un débat constructif si on n'est pas d'accord sur l'origine du déficit. L'origine de ce déficit, ce n'est pas un trou comme ça qu'on a découvert devant nous. Ce n'est pas vrai. C'est une dépense de protection de l'État, de protection sociale, de protection de nos collectivités. C'est essentiel pour les termes du débat de systématiquement le rappeler. Et puis si nous sommes, que tout le monde a souhaité ici, ce sont des centaines de milliards d'euros de protection de nos concitoyens. Satisfaisons-nous ensemble d'avoir maintenu et réduit le taux de chômage dans notre pays pendant la crise, quand les autres pays l'augmentaient. Nous devons nous satisfaire collectivement d'avoir vu les factures de nos concitoyens en termes d'énergie être maintenues et contenues pendant que celles de nos autres pays explosaient. Tout ça, c'est vous qui l'avez voulu et vous avez bien fait. Seulement aujourd'hui, effectivement, il y a un enjeu de réduction de la dépense publique en face à assumer. Et que les réponses et que les solutions soient différentes est une chose, mais nous ne pouvons pas être un certain nombre ici à nier l'origine de ce déficit qui est un déficit collectif. Sur le sujet de la trajectoire pluriannuelle et pourquoi est-ce qu'il est essentiel de réduire nos déficits publics et donc à terme notre endettement. Je l'ai dit à la tribune, le fait de viser le retour sous les 3% n'est pas un sujet totémique des années 80 sur lequel il faut absolument s'accrocher. C'est pas ça l'origine des 3%, c'est notre seuil de début de stabilisation et de réduction de notre dette. C'est extrêmement important. Juste quelques ordres de grandeur, qu'on soit bien conscient des enjeux. Un choc d'un point sur notre dette, 1% sur notre dette, c'est 3,5 milliards d'euros de charges de la dette supplémentaires dès l'an prochain. C'est à peu près une vingtaine de milliards d'euros supplémentaires à 5 ans et c'est une trentaine de milliards d'euros à horizon 9 ans. Les ordres de grandeur, vous les connaissez par cœur. On va voter dans les prochains jours et dans les prochaines semaines des amendements pour savoir si on augmente de quelques centaines de millions d'euros, de quelques milliards d'euros, telle ou telle mission de service public. Là, je vous parle de 30 milliards d'euros en plus qui ne peuvent pas aller au service de nos politiques publiques et de nos services publics si on se prenait un point d'augmentation sur notre dette. Et comment est-ce qu'on peut prendre un point d'augmentation sur le pricing de notre dette? Eh bien, tout simplement en n'apportant pas des réponses concrètes, soutenables pour la réduction de nos déficits. Ce qui se passe là, cet enjeu que l'on a cet automne, c'est éviter d'avoir une charge de la dette qui explose et qui viendrait gréver toute notre capacité de financement de nos priorités collectives, toute capacité pour protéger notre pays demain si on venait à voir de nouvelles crises advenir. C'est ça dont il s'agit. C'est ça dont il s'agit. Et ce que veulent ceux qui regardent aujourd'hui notre dette souveraine, ceux qui la notent,
et ceux qui la refinancent, c'est des réponses d'abord à court terme de réduction du déficit par de la baisse de dépenses publiques en priorité, mais aussi, c'est pas tabou, par l'action de quelques leviers fiscaux, mais surtout, et là je vais donner raison à un certain nombre d'entre vous, par de la réforme de structure, aujourd'hui incomplète. Il faut absolument que nous ayons un agenda de réforme ambitieux dès les prochains mois pour compléter précisément ce budget qui est d'abord un budget de réduction de la dépense publique tout de suite après des années d'augmentation importante et nécessaire de dépenses publiques. Il y a une temporalité qu'il nous faut respecter. Nous devons d'abord redresser vite et fort nos comptes pour pouvoir franchir cette première marche, 5% de déficit public en 2025. Mais ce ne sera pas suffisant. Il va nous falloir un agenda de réforme de structure. Ce que l'on entend régulièrement vis-à-vis de ceux qui refinancent notre dette, c'est pourquoi notre dépense sociale est plus importante de 5 points par rapport à nos voisins de l'Union européenne. C'est pourquoi notre taux sur PIB permettant le financement de nos pensions de retraite est de 15% quand les autres sont plus bas. Ces réponses-là, il va falloir les donner. Et il va falloir aussi de la réforme de structure permettant d'équilibrer notre modèle de protection sociale. Sinon, nous n'aurons pas la crédibilité permettant justement de la refinancer à bonnes conditions. Et cet enjeu-là, il est devant nous et il est collectif devant nous. Ce n'est pas une question de savoir si un autre monde est possible. Le monde dans lequel nous vivons refinance la dette de la France, Monsieur Morel, que vous le vouliez ou non. Le monde dans lequel nous vivons refinance la dette de la France avec des conditions. Ces conditions-là, si on ne sait pas y répondre, vous pouvez avoir d'autres solutions. Mais si vous prenez 1 à 2 points de taux d'intérêt sur notre dette demain, c'est 30 à 60 milliards de plus qu'il va falloir combler dans les caisses de l'État. Et ça, je pense que collectivement, nous serons d'accord pour dire que ce n'est pas souhaitable. Mais pour tout le reste et pour tous les débats sur dès la prochaine année, nous l'aurons à partir de ce soir. Le débat